Bon, et alors maintenant, je me tourne vers Marie Bruyère, qui est médecin anesthésiste réanimateur aussi, qui travaille à l'hôpital du Crémin-Bicêtre. C'est un hôpital qui, avec Béclair, a un grand historique de prise en charge de cardiopathie, en particulier de cardiopathie droite sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc le but là n'est pas de faire un topo sur l'hypertension artérielle, mais c'est quand même un modèle extrêmement difficile pour nous. Et donc Marie va plutôt nous expliquer, en fonction du type de pathologie, des conditions de charge, finalement, comment nous, anesthésistes, on va finir par choisir un type d'anesthésie entre de la loco-régionale brutale, de l'anesthésie générale, des mélanges, de la loco-régionale titrée, enfin tout ce qu'on sait faire maintenant et sur lequel on est parfois un peu perdu. Marie, merci beaucoup, à toi. Merci beaucoup Mathias. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc oui, donc tu m'as demandé de réfléchir à quel type d'anesthésie pour quel type de cardiopathie. Quels sont les éléments de choix? Alors, comme vous le savez, il y a énormément de types de cardiopathie, j'ai décidé de me baser sur les conditions de charge. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce sont les modifications de conditions de charge liées à la grossesse, liées au moment de l'accouchement, mais aussi liées à l'anesthésie que vous allez réaliser et aux médicaments qu'on utilise au cours de la grossesse. Donc on va beaucoup parler de pré-charge, post-charge, et j'ai rajouté la fréquence cardiaque, qui est une composante de ces deux paramètres, mais qui est modifiée par certains médicaments notamment. Et vous, votre but, quand vous allez prendre en charge une femme qui a une cardiopathie, c'est de savoir si son type de cardiopathie va tolérer les modifications de ces paramètres de charge. Alors, quelles sont les modifications de charge au cours de la grossesse et de l'accouchement? Estelle a déjà montré ce topo. Moi, je voulais insister sur le moment le plus à risque, qui est le moment de l'accouchement et de juste après la sortie du bébé. Ici, vous avez les courbes de débit cardiaque, fréquence cardiaque, volume plasmatique. Alors, pour la précharge, ce que j'ai mis en dessous, c'est qu'elle augmente, comme vous le savez, lentement pendant la grossesse, augmentation du volume plasmatique, fréquence cardiaque. Elle augmente rapidement au moment du travail à chaque contraction et surtout, elle augmente brutalement, c'est la flèche rouge, juste après la naissance par levée de la compression cave, donc un retour veineux brutal, et rétraction utérine qui s'apparente à peu près à une autotransfusion de 500 ml. Donc clairement, les cardiopathies qui ne tolèrent pas des augmentations brutales de précharge vont être en difficulté à ce moment-là. D'autre part, la douleur et le stress ont des effets hémodynamiques et l'analgésie péridurale a une indication médicale chez les patientes qui ont une cardiopathie. Maintenant, un petit mot sur la manœuvre de Valsalva, donc cet effort de poussée à glotte fermée. Alors théoriquement, la manœuvre de Valsalva qui augmente de manière importante la pression intrathoracique augmenterait la post-charge et diminuerait la précharge avec une diminution du débit cardiaque. Et ça serait suivi par un overshoot de débit cardiaque une fois que la manœuvre, une fois qu'il y a un relâchement de l'effort de poussée. En fait, il y a quelques études, là j'ai mis une référence de 2020, qui sont plutôt rassurantes, c'est-à-dire que ces modifications de pression intrathoracique n'ont que peu de conséquences sur l'état hémodynamique de la femme. Néanmoins, quand même, chez les patientes qui ont une cardiopathie, il faut essayer de privilégier l'aide instrumentale au moment de l'accouchement, déjà pour limiter ces efforts de poussée et puis aussi limiter la fatigue de la parturiente. Alors, les effets sur les conditions de charge de l'anesthésie. Donc, l'arachy-anesthésie. L'arachy-anesthésie, c'est vraiment, aux doses que l'on utilise pour les césariennes sans cardiopathie, c'est vraiment le modèle de diminution importante et brutale et de la post-charge et de la précharge. Alors, c'est plutôt la post-charge, car l'effet du bloc sympathique par l'injection d'anesthésique locale en intratécale, c'est surtout une vasodilatation artérielle plus précoce et plus profonde qu'une vasodilatation veineuse. Mais enfin, il y a les deux. Et donc, il y a vraiment une baisse de ces deux post-charge-précharge. En conséquence, une augmentation de la fréquence cardiaque tachycardie qui permet, tout au moins au début, de maintenir un débit cardiaque à peu près identique, voire un tout petit peu augmenté. Mais on peut aussi avoir une bradycardie, soit parce que le bloc est un petit peu haut, soit par un réflexe vasovagal de Bézold-Jarich, j'ai réussi à peu près, bravo, qui est en fait une stimulation des mécanorécepteurs du ventricule droit qui sont liés à la diminution de ce retour veineux. Donc l'arachy-anesthésie,
Ça associe une vasodilatation iatrogénique forte à la vasodilatation physiologique de la grossesse, et c'est pourquoi il y a entre 60 et 100% d'hypotension artérielle lorsque vous faites une rachianesthésie. Donc là, on imagine bien que certaines cardiopathies, on va dire la majorité, il ne va pas falloir utiliser les doses habituelles d'anesthésique locale pour la rachianesthésie. Alors la ventilation mécanique, l'anesthésie générale, elle a un effet délétère sur l'insuffisance ventriculaire droite parce qu'elle diminue la précharge et le retour veineux, mais elle a un effet bénéfique sur l'insuffisance ventriculaire gauche car elle permet de diminuer la post-charge du ventricule gauche et elle améliore la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc pour certaines cardiopathies, ça va être préférable d'utiliser l'anesthésie générale. Alors pour finir le tout, je vais rajouter les effets sur les conditions de charge de la compression cave qui diminue le retour veineux, donc la précharge, des vasopresseurs, je vais en parler après, du remplissage trop ou pas assez, on change la précharge, et de la complication qui est l'hémorragie du postpartum, qui donc baisse brutale et importante de précharge, qui peut être très très mal tolérée. Alors les vasopresseurs, j'ai mis ces deux-là, mais j'aurais pu mettre aussi la noradrénaline. On va juste regarder la phényléphrine. La phényléphrine, elle est recommandée dans les recommandations internationales sur la prévention de l'hypotension après rachianesthésie pour césarienne. Je l'ai mis là parce que, oui, c'est donc un alpha agoniste puissant, vasoconstricteur artériel et veineux. Donc elle maintient la pression artérielle, comme vous le voyez sur la courbe de droite avec en pointillé, hein. Mais elle a un effet qu'on retrouve dans toutes les études, bradycardisant, donc la courbe du bas, fréquence cardiaque en bleu, qui s'associe à une baisse du débit cardiaque. Donc ça, on comprend bien que certaines cardiopathies qui ne vont pas tolérer une bradycardie importante, par exemple les insuffisances valvulaires, il va falloir être très prudent sur l'utilisation de cette molécule. Après, l'éphédrine, la noradrénaline, alpha plus, bêta plus, et sur le côté gauche de la diapo, eh bien, elles sont tachycardisantes et vasoconstrictrices. Donc pareil, il va falloir moduler l'utilisation de ces vasopresseurs, mais je voulais insister vraiment sur le côté bradycardisant, parfois délétère, de la phényléphrine qu'on maintenant on utilise très 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 fréquemment en maternité. Donc si je résume sur les modifications de ces facteurs de charge, grossesse, accouchement, anesthésie, médicaments, on va dire la précharge est augmentée au cours de la grossesse et particulièrement au cours de l'accouchement. Par contre, elle est diminuée quand il y a rachianesthésie, anesthésie générale, et puis l'hémorragie du postpartum. On peut y mettre aussi l'ocytocine, qui est vasodilatateur, et la compression cave. Pour la post-charge, c'est augmenté, ça redevient normal en postpartum, et c'est augmenté en cas de prééclampsie et d'hypertension. Et par contre, la grossesse diminue la post-charge, ainsi que la rachianesthésie et l'anesthésie générale. Et j'ai mis la fréquence cardiaque, c'était pour les médicaments, phényléphrine, attention, et puis bien sûr la douleur. Alors maintenant, quand on sait tout ça, après on regarde les cardiopathies. Je vais passer sur le postpartum. J'ai une cardiopathie, une femme qui a une cardiopathie, quelle anesthésie je vais choisir? Le problème des cardiopathies, c'est qu'il y en a énormément. Donc je vous ai mis ici un tableau qu'on met tout le temps, là, qui est tiré des guidelines, des recommandations européennes sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires en cours de grossesse. C'est un tableau qui est très intéressant parce qu'il classe les cardiopathies par gravité. Donc OMS 1, peu grave, à OMS 4, très grave. Et je n'ai pas mis la deuxième partie du tableau, mais dans la deuxième partie, il y a où est-ce que je fais suivre la patiente, combien de fois elle doit voir le cardiologue, elle doit avoir une échographie cardiaque, la morbimortalité. Et alors, il n'y a pas le type d'anesthésie, mais il y a au moins comment je la suis. Donc, vous pouvez le retrouver dans cette revue publiée en 2018. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une équipe multidisciplinaire, cardiologue, obstétrique. Et puis nous, j'ai entouré en rouge les anesthésistes et les réanimateurs pour prendre en charge ces femmes du préconceptionnel au postnatal à long terme, voire au-delà même des 3 mois après l'accouchement. Et la garantie de succès, ça va être d'avoir programmé l'accouchement dans un centre qui est adapté, alors c'est lié à la gravité de la pathologie, et d'avoir fait un plan de vol, à chaque fois on le dit, au cas par cas, car chaque cardiopathie est différente, et donc de prévoir de A à Z comment ça va se passer, avec des modifications en fonction de complications ou d'aggravations.